Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir l'ambassadeur de France en République de Moldavie, Graham Paul, qui est donc ambassadeur à Chișinău depuis 2021. Précédemment, Graham Paul a été ambassadeur de France auprès de la République d'Islande pendant 4 ans. Et avant cela, il a occupé différents postes au sein du ministère français des Affaires étrangères, consul général à Chicago et à Munich, conseiller politique à Tokyo, entre autres. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Couder. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'avoir des interlocuteurs depuis Chișinău, et c'est la première fois que vous êtes sur notre antenne. Alors, première question, comment la guerre en Ukraine a-t-elle modifié votre mission diplomatique? La guerre en Ukraine a tout modifié, je dirais, y compris le travail de l'ambassade. Comme vous le savez et comme vous l'imaginez, l'ambassade de France à Chișinău est une petite ambassade avec une petite équipe. Et d'avoir cette crise, parce que ça a été une crise non seulement liée à la guerre, mais liée au flux de réfugiés qui ont quitté et qui ont fui l'Ukraine après l'offensive russe. Donc l'ambassade a dû se mettre en mode gestion de crise. On a d'abord essayé de gérer effectivement l'assistance humanitaire, ça a été pour nous une priorité. On a notamment, dès le 3 mars, c'est-à-dire quelques jours après le début des hostilités, on a réussi à faire venir un avion de France avec des équipements pour héberger les réfugiés, des tentes, des lits, des couvertures. Ça a été la première grosse opération que l'ambassade a menée, donc on a été vraiment très mobilisés sur cette opération qui s'est déroulée quelques jours après donc le début des offensives. Ensuite, on s'est mobilisé pour essayer de livrer des générateurs aux hôpitaux, parce que la crise humanitaire, c'est aussi une crise énergétique, puisqu'en fait, la Moldavie était déjà, ou subissait déjà une crise énergétique depuis octobre de l'année dernière. Donc, on s'est intéressé à la soutenabilité des institutions moldaves, et notamment l'institution de santé. Alors, l'ambassade n'a pas pu faire ça toute seule, et donc très rapidement, en fait, on a été renforcé par des collègues de Bucarest, qui sont venus notamment pour nous assister à ce qu'on appelle l'aide aux Français aux frontières, parce qu'il y avait des compatriotes en Ukraine qui ont fui l'Ukraine et qu'il a fallu accueillir et aider. Et donc, il y avait des équipes qui étaient pas à tous les points de passage, mais à 2 points de passage, un au nord, un au sud, pour aider la communauté française. Les effectifs de l'ambassade ne nous permettaient pas d'apporter cette assistance. Donc, ce sont des collègues de Bucarest qui ont fait ça. Nous avons aussi une aide de Paris, où on a eu une mission de renfort pendant presque 2 mois. Il y a des équipes qui ont tourné à l'ambassade pour nous aider à coordonner l'assistance humanitaire, à répondre à l'énorme élan de solidarité de la part de la communauté française en France, des collectivités territoriales, des associations, parfois des individuels qui nous appelaient, qui nous disaient « je voudrais aider la Moldavie, comment est-ce que je peux le faire ?» Et bien évidemment, nous avions un rôle d'interface avec les autorités moldaves qui étaient aussi très mobilisées pendant cette crise. Donc je dirais que pendant les 2 premiers mois, ça a été vraiment, nous avons fonctionné en cellule de crise. Après, les choses se sont un petit peu organisées, calmées, mais bien évidemment, il y a aussi l'intensité du dialogue politique qui a été relancé à la faveur de cette crise, puisque dès le 3 mars, par exemple, Monsieur Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était présent et le dialogue s'est intensifié à tous les niveaux. Et notre assistance aussi, puisqu'on a maintenant en République de Moldavie l'Agence française de développement qui, c'était un peu le hasard, a ouvert son bureau au début février de cette année. Vous diriez qu'aujourd'hui, la situation s'est stabilisée et que vous avez pu reprendre certaines de vos activités que vous aviez dû mettre de côté pendant un temps? Tout à fait. La situation est stabilisée. Le nombre de réfugiés reste important, hein, entre 80 et 90 000 réfugiés. Il y a toujours des allers-retours. Mais disons que cette crise est derrière nous. Aujourd'hui, c'est une crise énergétique. On en parlera probablement. Ce qui fait qu'on a pu revenir à nos activités, mais avec, je dirais, une intensité nouvelle. Parce que, bien évidemment, nous sommes très mobilisés pour apporter une assistance très forte à la République de Moldavie. Il y a dans quelques jours
la conférence, la plateforme de soutien à Moldavie qui se tient à Paris, et ça nous donne effectivement un peu plus de travail que normalement, je dirais. La situation nous oblige à travailler avec une intensité renouvelée. Alors, la visite du président français Emmanuel Macron en juin dernier a été un moment important pour la République de Moldavie, qui est désormais pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Comment avez-vous personnellement vécu cette visite et quelle est désormais la stratégie diplomatique de la France vis-à-vis de la République de Moldavie? C'était une visite très particulière. Hein. Cela faisait 24 ans qu'il n'y avait pas eu de visite du président de la République en France. La dernière visite remontait à 98, c'était Jacques Chirac. Donc c'est toujours un événement très important dans un pays comme la Moldavie de recevoir le président de la République française. C'est important aussi pour l'ambassade, bien évidemment. Encore une fois, c'est une toute petite équipe. Cette visite s'est déroulée dans des circonstances très particulières. Hein. Elle était liée à la guerre, bien sûr, en Ukraine, au soutien à la Moldavie, mais aussi, ça avait une dimension européenne, puisque le président de la République, enfin, la France était en présidence du Conseil de l'Union européenne. Et d'ailleurs, quelques jours après sa visite, le Conseil européen a reconnu le statut de candidat à la Moldavie. Donc, il y avait un aspect bilatéral et un aspect européen. Cette visite a été un peu compliquée parce qu'elle avait un segment, vous vous souvenez, aussi ukrainien, et donc a été calée vraiment à la dernière minute. Vous me demandiez ce que personnellement j'avais ressenti. Je savais qu'il y avait une visite qui était plus ou moins envisagée, mais en fait, officiellement, je n'ai été prévenu que le vendredi pour une visite qui s'est déroulée le mercredi. Donc, vous imaginez un petit peu la complexité de l'organisation, mais je dois dire que les autorités moldaves, bien sûr, étaient ravies de pouvoir accueillir le président, ont tout fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et donc, ça a été un grand succès. Mmh. Alors, une autre question concernant votre personne. En tant que, en quel sens votre précédente expérience en tant qu'ambassadeur en Islande est-elle précieuse pour vous, précisément en ce contexte particulier de conflit avec la Russie? Alors, on pourrait penser que ces deux pays, effectivement, sont très différents, entre une île battue par les vents au milieu de l'Atlantique Nord et un pays enclavé comme la Moldavie, alors que l'Islande est membre de l'OTAN, même si elle n'a pas d'armée, ce qui était une situation un peu particulière. Ici, bien évidemment, on se trouve dans une situation beaucoup plus exposée. On est, je crois qu'on l'oublie parfois, mais on est sur le front. C'est un pays de la ligne de front et on l'a vu avec les missiles qui ont survolé le territoire moldave, avec les débris de missiles qui ont affecté un des villages du nord de la Moldavie. C'est un pays de la ligne de front, donc c'est une situation un peu différente, mais il y a quand même des similarités parce qu'ils ont un défi en commun, c'est celui de la faiblesse des capacités. Les ressources de l'Islande, notamment les ressources humaines, sont très limitées. C'est un pays de 360 000 habitants. Ici, 2,6 millions, mais avec beaucoup de difficultés à faire face aux différents défis parce que ils n'ont pas les ressources financières, les ressources, je dirais, institutionnelles et les ressources humaines. Il ne faut pas oublier que 30% de la population moldave a émigré à l'étranger. Donc, c'est un pays qui a souffert d'une hémorragie très importante et donc ses capacités sont limitées. Et autre point, je dirais, de similarité, c'est que pour pallier cette absence de capacité, ils font appel à des ressources externes, à une assistance et à une solidarité. Et je crois que c'est très important que dans la période actuelle, on souligne que la République de Moldavie n'est pas seule. Je crois que la France l'a montré, la visite du président l'a montré, et l'aide et l'assistance que reçoit aujourd'hui la Moldavie est pleinement justifiée et fait partie de cette solidarité internationale qui s'applique à des pays qui, face à des défis ou à des crises particulières, ont besoin de soutien et notamment de soutenir leurs capacités qui sont insuffisantes pour faire face à ces défis. Et le soutien précisément de Bucarest est important. Vous Très important. la partie énergétique. Hein. Je pense que cet hiver, on va avoir une coopération d'autant plus grande entre ces deux pays. Depuis Chisinau, comment vous vivez ces relations dont on parle évidemment à Bucarest, mais
qui ne sont pas de façon générale dans un autre contexte nécessairement à la une des journaux. Ouais. Non, cette relation est très importante. Elle est importante culturellement, linguistiquement, historiquement, mais au-delà de cela, elle est importante économiquement. Il ne faut pas oublier, la Roumanie aujourd'hui représente 20% du commerce extérieur de Moldavie. C'est énorme, 20%. C'est aussi, vous l'avez dit, la Roumanie qui permet aujourd'hui d'avoir du chauffage et de l'électricité en Moldavie. L'électricité est devenue un problème très très difficile depuis que les installations ukrainiennes sont visées par des missiles russes, parce qu'il y avait ce système qui permettait de diversifier un tout petit peu l'électricité, puisqu'il faut savoir que une grande partie de l'électricité de la rive droite est produite par la rive gauche, c'est-à-dire par la Transnistrie. Donc c'est une situation très, très compliquée, d'autant plus que maintenant, depuis début novembre, il n'y a plus d'électricité qui vient de Transnistrie, et il n'y a plus d'électricité depuis mi-octobre d'Ukraine. Alors, en fait, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, je vous coupe. Oui. Petite explication sur ce qu'est ce territoire, la Transnistrie. Oui, alors Transnistrie, c'est ce qu'on appelle une entité séparatiste. C'est lié à l'histoire de l'indépendance de la Moldavie. Dans l'année 92, il y a eu une guerre qu'on peut appeler de guerre civile. Et donc, cette entité séparatiste, avec l'aide des forces russes qui y étaient déployées et qui sont toujours déployées, contrôle ce qu'on appelle la rive gauche, de l'autre côté du Dniestre. Bon, c'est une histoire bien plus compliquée puisqu'il faudrait remonter pratiquement à 1924 et à la création par Staline de cette entité. Pour un autre entretien, oui. Voilà, pour un autre entretien. Mais donc, effectivement, la situation est très difficile parce une grosse partie de l'électricité était produite par une centrale électrique en Transnistrie qui maintenant ne livre plus cette électricité parce qu'ils n'arrivent pas à la produire parce qu'il n'y a plus de gaz. Et donc, la situation, pour résumer aujourd'hui, c'est qu'environ 70%, même plus aujourd'hui, de l'électricité de la Moldavie est assurée par la Roumanie. Ce qui est très compliqué parce que c'est un pays où les interconnexions, c'est lié à la situation, je dirais, de la guerre froide et de l'après-guerre froide, les interconnexions sont insuffisantes. Donc, par exemple, une partie d'électricité roumaine passe par l'Ukraine et par la Transnistrie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les choses se sont beaucoup améliorées, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on parle d'électricité, mais on pourrait parler tout simplement des ponts sur le Prout. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait presque une trentaine de ponts. Aujourd'hui, il y en a 5 et je crois qu'il y en a que 4 qui sont en état de fonctionnement. Ça vous donne un peu une idée du travail qu'il faut faire pour rétablir toutes les interconnexions entre la Roumanie et la Moldavie. Donc, c'est une priorité pour le gouvernement, notamment sur le plan énergétique. Il y a 2 lignes à haute tension qui doivent être réalisées. Alors, ce sont des investissements importants et surtout qui demandent du temps. Et donc, aujourd'hui, d'une certaine manière, les interconnexions électriques, c'est un peu du bricolage, mais ça permet d'avoir encore de l'électricité en Moldavie. Et puis, il y a le gaz également. Oui, le gaz, effectivement, mais finalement, le gaz est presque passé au second plan aujourd'hui, parce que le gaz, on en trouve, c'est cher, mais on en trouve sur le marché. Mais c'est vrai que le gaz a été aussi fourni par la Roumanie, qui fournit aussi, on l'oublie, du fioul lourd, parce que pour économiser le gaz, par exemple, la ville de Chisinau, la centrale qui fournit le chauffage et une partie d'électricité de la ville de Chisinau fonctionne aujourd'hui avec du fioul lourd qui a été donné ou vendu par la Roumanie. Donc, vous voyez, il y a une très fort soutien énergétique de la Roumanie à la Moldavie. Monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous l'avenir politique de la République de Moldavie, disons dans les 2 années à venir? Comment la présidente Maia Sandu, pro-européenne, va-t-elle tenir? On sent quand on est à Chisinau un peu, vous me direz si vous êtes d'accord, une schizophrénie entre d'un côté un pas dans l'espace au sein de l'Union européenne et d'un autre côté il y a toujours ce pied dans l'ancien espace soviétique.
Oui, vous avez raison, c'est un pays en transition, mais je crois que maintenant, la direction est claire. Le fait que le 23 juin, le statut de candidat a été reconnu montre que, voilà, maintenant, je dirais, il y a une boussole. Et cette boussole, effectivement, la présidente Sandou a été la première à la promouvoir, c'est-à-dire développement, réforme, lutte anticorruption et rapprochement avec l'Union européenne. Et donc, c'est Ça a important de le... consolidé sa présidence. Oui, voilà, tout à fait. Alors, les perspectives politiques, en fait, dépendent, à mon avis, des perspectives économiques. Le pays, aujourd'hui, notamment à cause de la guerre en Ukraine et la crise énergétique, est en récession. Et la difficulté, c'est comment en sortir, comment faire que l'hiver se passe le mieux possible, qu'il y ait le moins possible de coupures d'électricité, de gaz. Il y a une inflation de 30% aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour ceux qui ont un salaire, comme les fonctionnaires, les retraités, c'est très très difficile, très compliqué. Donc, il y a une insatisfaction qui est claire de la population, qui espérait qu'avec le nouveau gouvernement, avec la présidente Sandou, les choses s'améliorent rapidement. Des mesures ont été prises pour cette amélioration. Par exemple, les retraites ont été augmentées de 15%, mais quand vous avez une inflation de 30%, elle efface finalement tous ces efforts qui ont été faits par le gouvernement, ce qui est compliqué sur le plan politique. Mais je dirais que ce qu'il faut suivre vraiment de très très près, c'est la situation économique, la manière dont les autorités vont gérer cette crise, dont la population moldave va passer l'hiver et va sortir le plus rapidement possible de la récession. Et ça, c'est une grande question. Est-ce que vous sentez précisément dans cette économie moldave l'influence d'hommes avec un pouvoir économique important, éventuellement proche de Moscou, qui, eh bien, je suppose notamment en ce qui concerne l'économie informelle, on tire un petit peu enfin joue avec le pays un petit peu comme ils veulent. Est-ce que vous sentez toujours cette emprise de ces quelques hommes Oui, proches de Moscou? tout à fait. Et tout cela est, je dirais, est documenté maintenant. Il y a notamment une décision de mise sous sanction de certains oligarques par le Trésor Comprises à américain. Chisinau d'ailleurs, qui sont Oui, tout à fait. exilés. Et non, ils sont en Chypre du Nord ou en Israël, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle des oligarques sont toujours très actifs. Et ce qui est maintenant très clair, c'est qu'ils ont des liens très proches avec le pouvoir russe, avec les services russes. Et le cas le plus, je dirais, aujourd'hui, le plus actuel est celui de ce qu'on appelle le mouvement Shor, du nom d'un oligarque qui est réfugié donc en Israël et qui, ces dernières semaines, ces derniers mois, a payé des manifestants pour manifester à Chisinau. Ils ont bloqué le centre de Chisinau plusieurs semaines finalement. La police a démantelé le camp de tentes qui était devant le siège du gouvernement. Les autorités anticorruption ont saisi beaucoup d'argent qui servait en fait à faire venir des manifestants, à payer les bus, à leur offrir une petite indemnité, à les nourrir. Voilà, tout ça montre bien qu'il y a la volonté de certains de déstabiliser ce pays qui est fragile, il faut bien le reconnaître, fragile sur le plan économique et fragile sur le plan politique parce qu'il y a quand même beaucoup de divisions. Mais je pense que les autorités font de leur mieux pour essayer de stabiliser cette situation qui, encore une fois, est liée en grande partie aux difficultés économiques rencontrées aujourd'hui suite à la guerre et à la crise énergétique qui en a découlé. Et cette personne dont vous parlez a même un parti à son nom, hein, je crois. Oui, tout à fait. C'est assez incroyable parce qu'il a été condamné à 7 ans et demi de prison pour corruption. Il s'est enfui et il a quand même été réélu membre du Parlement. Il est membre du Parlement, il a un parti, il y a, je crois, 6 représentants, 6 députés, et ce parti est très fort dans une région qui s'appelle Oreille, où il a été maire de la ville, où c'est une sorte de fief, et donc voilà,
c'est assez étonnant venant de France de voir que quelqu'un qui a été condamné pour des faits de corruption et pas pour n'importe quel fait, puisqu'il aurait été impliqué dans ce qu'on appelle le vol du milliard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire en 2014 où pratiquement 10% du PIB du pays a disparu. Et donc, Monsieur Shore, Ilion Shore, était impliqué dans ce vol. Ce que vous dites me fait penser, mais même si l'analogie ne doit pas être poussée trop loin, au parti, nous avons également en Roumanie un parti extrémiste, hein, AUR, qui par contre n'a pas été condamné comme le parti Shor. Mais est-ce que vous sentez qu'en République de Moldavie, il y aurait éventuellement ce genre de parti a du potentiel pour arriver au pouvoir à un moment donné? Malheureusement, oui. L'exemple du parti Shor, qui pour le moment est toujours légitime, hein, il n'a pas encore été interdit, même s'il y a beaucoup d'enquêtes sur son financement qui pourraient peut-être amener à l'interdire ou du moins à limiter ses activités. Mais il y a un risque, effectivement, qu'un parti manipulé de l'extérieur, sous influence extérieure, joue un rôle sur le plan politique. Ça a été le cas dans le passé et ça peut être le cas dans l'avenir. Encore une fois, c'est une société fragile, un système politique relativement instable. On l'a vu ces 30 dernières années. Hein. Ça a été une instabilité relativement chronique, une alternance entre pro-européens, pro-russes, et ce qui a handicapé fortement ce pays qui a changé de ligne, je dirais de ligne politique, malheureusement au gré des différents scrutins électoraux. Donc, je crois que notre souhait, c'est que les choses continuent et que cette boussole qui est maintenant la candidature à l'Union européenne continue de guider le système politique moldave, les gouvernements à venir de la République de Moldavie, et je dirais la population aussi, la population qui doit être convaincue que son intérêt bien compris est dans ce processus qui sera long et qui sera difficile, mais qui doit les amener à se développer, à se moderniser et à rejoindre les normes et standards européens. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vous propose maintenant de passer à un sujet plus léger, mais toutefois important. Il s'agit de la francophonie. Je sais que c'est un domaine qui vous tient à cœur. Alors, parlez-nous un petit peu de cette francophonie à Chisinau et comment vos équipes, vous essayez de la consolider, cette francophonie, et de la développer en République de Moldavie. Effectivement, la Moldavie occupe une place singulière et occupait une place singulière du temps de l'Union soviétique. C'était le pays francophone de l'Union soviétique, enfin la République fédérée francophone. Il formait beaucoup de francophones pour les envoyer, par exemple, en coopération en Algérie, ou d'autres pays socialistes par le monde. Et c'était lié aussi à la langue roumaine, parce que la langue roumaine, bon, c'est une langue latine, donc nous avons des langues cousines, et donc c'était plus facile effectivement pour un Moldave d'apprendre le français que peut-être pour un autre citoyen de l'Union soviétique. Donc il y avait une très forte tradition qui était entretenue par les autorités de francophonie. Cette tradition, bien évidemment, elle s'est un peu essoufflée depuis l'indépendance, et il a fallu apprendre l'anglais, par exemple, ou apprendre l'allemand. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'émigration en Moldavie. Donc, selon les pays, on trouve maintenant des Moldaves qui parlent italien, qui parlent allemand, qui parlent le portugais. Voilà, c'est un pays de polyglottes. Mais il y a la fondation francophone est restée, et aujourd'hui, c'est environ 30% des élèves qui apprennent le français à un moment ou à un autre. Donc, c'est quand même important. Et ce qui est absolument remarquable, c'est notamment ce qu'ils ont maintenu au niveau universitaire, puisqu'il y a des cursus universitaires totalement en français. Et vous voulez être diplômé de médecine, vous pouvez faire vos études de médecine à Chisinau en français. Vous voulez être avocat, vous pouvez faire des études de droit, toutes vos études de droit en français. Il y a différentes autres curriculums que vous pouvez suivre en français. On a, ces dernières années, essayé de relancer ce qu'on appelle les dispositifs de classe bilingue,
c'est un dispositif un peu pilote où en fait les élèves moldaves de collège et lycée peuvent suivre la scolarité non pas entièrement en français, mais avec le français, je dirais, renforcé et la possibilité de suivre certaines matières aussi en français. Ce qui est intéressant, c'est que le choix avait été fait que ces matières soient des matières scientifiques. C'est-à-dire qu'on peut, si vous êtes dans un lycée ou un collège qui offre cette possibilité, suivre un curriculum en France, en partie en français, et par exemple prendre des cours aux cours de maths en français, ou cours de physique chimie en français, ce qui est là aussi assez remarquable. Donc on essaye de, oui. Non, 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 allez-y, allez-y. Non, on essaie de soutenir tout ça. Et ce qu'on souhaite maintenant, c'est que ce dispositif des classes bilingues soit élargi. Élargi pas d'ailleurs forcément seulement au français, parce que comme vous le savez, la francophonie, c'est aussi le plurilinguisme, le multilinguisme. Et nous pensons que justement dans le cadre ce processus d'accession à l'Union européenne, on pourrait envisager un dispositif qu'on connaît en France qui s'appelle les classes européennes. Et donc peut-être que sur la base du modèle des classes bilingues, on pourrait développer en fait des classes européennes qui permettraient aux jeunes Moldaves de se préparer à rejoindre donc l'Union européenne. Moi, mon principal argument aujourd'hui en faveur de la francophonie, c'est j'explique aux jeunes Moldaves que les sièges des institutions européennes sont dans les villes francophones, que ce soit Bruxelles, que ce soit Luxembourg ou Strasbourg. Donc, c'est une bonne incitation pour renouer oui. avec la francophonie. Et vous sentez de la part des autorités moldaves une envie aussi, une envie francophone? Oui, c'est une situation qui est un peu compliquée parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, beaucoup ont appris le français. Le problème, c'est qu'ils ont insuffisamment l'occasion de le pratiquer parce que toutes les réunions internationales ont tendance à se faire en anglais, il faut bien le reconnaître. Et donc, d'une certaine manière, même ceux qui ont été des francophones sont capables de parler, de comprendre, mais sont aujourd'hui, question de pratique, plus à l'aise en anglais. Donc, moi, j'essaie de les inciter à renouer avec la langue qu'ils ont appris quand ils étaient plus jeunes. Et voilà. Et souvent, j'ai l'occasion avec les ministres, par exemple, de parler en français. Donc, on échange en français. J'essaie de leur donner confiance dans leur bonne connaissance du français parce que souvent, ils ont très bien appris notre langue. Très bien, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, ça fait un plaisir. Et j'espère que ce beau pays, la République de Moldavie, rejoindra dans pas trop longtemps la grande famille européenne. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver dès demain sur la page Facebook de RFI. Il sera également sur le site RFI.ro. Merci à vous, Week-end Placout.